Cela fait un moment que les 24 heures du Mans 2024 sont terminées et je vais enfin vous faire un retour sur ce que j'ai pensé de cette édition des 24 heures du Mans. Alors oui, la vidéo a pris un peu de temps parce que, je vais vous avouer, j'ai déjà tourné cette vidéo où j'ai fait un petit résumé de la course, mais malheureusement au moment où j'ai commencé le montage, eh bien il n'y avait pas le son. Oui, c'est des choses qui arrivent ça. Du coup, je m'étais dit au vu du moment où la vidéo sortirait, est-ce qu'une réaction à chaud ou un petit résumé ce serait vraiment efficace? Du coup, j'ai préféré faire un autre format, un format un peu plus écrit, un format un peu plus posé, un peu plus à froid du coup, où je vais vous partager mon top 5 et mon flop 5 de cette édition. C'est-à-dire les 5 choses qui m'ont le plus déplu et les 5 choses qui m'ont le plus plu. On a beaucoup de choses à dire dans cette vidéo, j'espère que vous êtes prêts. C'est parti. Petit point sur le classement. En hypercar, c'est la Ferrari AF Corse numéro 50 pilotée par Antonio Fuoco, Niklas Nielsen et Miguel Molina qui s'impose avec 311 tours. En deuxième place, à 14 secondes, on retrouve la Toyota numéro 7 pilotée par José Maria Lopez, Kamui Kobayashi et Nick De Vries. Et sur la dernière marche du podium, à 36 secondes, Alessandro Pierguidi, James Calado et Antonio Giovinazzi, vainqueurs de l'édition 2023, complètent le podium. La meilleure Porsche se trouve 4ème avec la numéro 6, la meilleure Cadillac 7ème, les 9 premiers se situent dans le même tour et on retrouve en 10ème place la première Lamborghini, suivie de la première Peugeot en 11ème. On compte 6 abandons dans la catégorie hypercar, dont les 2 Alpines. Il y a également une voiture qui est non classée, c'est la BMW numéro 20. En LMP2, c'est la United Autosport numéro 22 qui s'impose, avec Oliver Jarvis, Bijok Garg et Nolan Siegel à bord. On retrouve en deuxième place les vainqueurs de l'année dernière, l'Inter-Europol Compétition, avec Jakub Śmiechowski, Clément Novalak et Vladislav Lomko. Et en troisième place, la voiture de Lead Export de Paul Lafarge, Job von Nutert et Richard de Gerus. Dans la catégorie Pro Am, c'est la voiture qui a fini 4ème de la catégorie, la numéro 183 de l'AF Corse, pilotée par François Pedrodo, Ben Barnicotte et Nicolas Varone. Et pour finir en LMGT3, c'est le Montey Emma avec la Porsche numéro 91 qui s'impose avec 281 tours effectués. Yasser Chahine, Maurice Schoring et Richard Litz étaient à son bord. Suivi par la BMW du team WRT numéro 31, pilotée par Darren Leung, Sean Galael et Augusto Farfus. Et en troisième place, la Ford Mustang numéro 88 du Proton Compétition, pilotée par Giorgio Roda, Mikkel O. Petersen et Denis Olsen. La Iron Dames finissent elle 5ème, la meilleure Ferrari est elle 6ème, puis une Lexus se trouve juste derrière en 7ème place. Voilà donc un petit point sur le classement et on va pouvoir commencer mes flops et mes tops. On va aller du flop 5 jusqu'au flop 1 et du top 5 jusqu'au top 1. Vous êtes prêts ? C'est parti. En flop numéro 5, je mets la catégorie LMP2 et la catégorie LMGT3. Alors c'est un tout petit flop parce qu'il fallait que j'en trouve 5 et c'était un peu le défi. Et j'ai mis ce top parce que la présence énorme de l'hypercar fait que le LMP2 et LMGT3 passent vraiment en second plan. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti sur la piste. J'avoue qu'à la télé, je ne sais pas du tout comment ça a été retransmis puisque je n'ai pas encore revu la course. Et c'est dommage parce qu'au vu de ce qui s'est passé, la catégorie LMP2 et LMGT3 ont fourni 2 courses assez exceptionnelles. Valentino Rossi a mené la course en LMGT3 avant que sa voiture abandonne. En LMP2, on a eu le top 5 qui était collé à 4 heures de la fin, tout comme en hypercar. Donc ouais, on a eu une course de fou furieux. C'est vraiment dommage que du coup, à cause des hypercars, et c'est l'effet secondaire malchanceux de tout ça, la popularité de l'hypercar amène au fur et à mesure la moindre importance entre guillemets du LMP2 et du LMGT3. Mais on a quand même eu de magnifiques courses. En flop numéro 4, je mets Porsche et Cadillac. Je les mets ici parce que ces deux marques sont les 2 meilleures voitures LMDH de la grille et elles étaient ultra prometteuses. Ces voitures étaient là l'année dernière, on rappelle que Cadillac a fini 3ème et 4ème en 2023, ce qui est quand même fou furieux. Porsche a eu beaucoup de mal, mais cette année on sentait que les LMDH avaient beaucoup plus de potentiel. Aux qualifications et surtout en hypercar, la Porsche est première et c'est les 2 Cadillac numéro 2 et 3 qui suivent. Les LMDH semblaient être les voitures les plus performantes sur un seul tour. Mais quand est arrivé le rythme de course, là ça a posé problème. Toyota et Ferrari ont pris largement les devants face à Porsche et Cadillac. Surtout que pour Cadillac, à 6 heures du but, 2 des voitures sont hors course sur les 3. Seule la numéro 2, qui était alors en tête, était encore candidate à la victoire. Mais la numéro 2 a pris énormément de retard en ce qui concerne la gestion des pneus, ce qui fait qu'elle n'a fini que 7ème. En ce qui concerne Porsche, elles étaient les grandes favorites au vu de ce qui s'était passé pendant les championnats du monde d'endurance du WEC et même en IMSA, mais le rythme a pêché quand même pendant la course. Sur les 6 Porsche, une abandonne, qui est la numéro 4, une est très loin derrière, qui est la 99 du Proton Compétition. Les 2 Porsche officiels du WEC finissent 4ème et 6ème, ce qui en soi pas vraiment mauvais. Et les 2 voitures du Team Jota finissent 8ème et 9ème dans le tour du leader. Mais bon, j'attendais quand même un peu mieux de Porsche et Cadillac, donc c'est pour ça que je les mets dans un petit flop. Flop numéro 3, BMW. Alors là, je parle de BMW dans l'ensemble, pas juste les hypercars,
mais aussi les GT. L'abandon de la numéro 46, pilotée alors par Amada Larti, fait énormément de mal. Je pense que si elle avait continué, elle serait allée sûrement sur le podium, voire même décrocher la victoire. Pour défendre Amada Larti, c'était sûrement les conditions les plus difficiles qu'on ait eues au Mans depuis quelques années maintenant. L'erreur est bête, ça arrive, mais l'erreur est humaine et il n'a vraiment pas eu de chance. C'était sûr qu'un pilote allait sortir et malheureusement c'est tombé sur lui. Heureusement, la 31 rattrape le lot avec sa deuxième place au général et c'est vraiment le seul lot de consolation de BMW et du team WRT. Parce que malheureusement, même les hypercars BMW ont eu beaucoup de mal pendant cette course. Alors la semaine commençait vachement bien, on a quand même le meilleur temps signé par la numéro 15 du team WRT pour les séances de qualification, ce qui est quand même ultra rassurant, et elle se qualifie donc en hyperpole. Malheureusement, elle se sort en hyperpole, qui voit ses temps totalement supprimés et qui fait qu'elle démarrera 6ème. La course se lance et en plus au départ, quelques minutes après le départ, la numéro 15 se sort au S de la forêt et qui fait que elle prend déjà du retard. C'est vraiment dommage. Quelques heures après le départ de la course, la numéro 20, l'Artcar, qui est plutôt jolie avec le recul, se sort et doit rester dans ses stands pendant quasiment toute la durée de la course. C'est assez triste. Quant à la numéro 15, en début de soirée, elle se fait sortir ultra violemment par la Ferrari numéro 83 alors qu'elle venait de se prendre un tour de retard. L'aventure BMW s'est arrêtée ultra rapidement en hypercar. Après, pour leur défense, c'était leur première édition. Ils avaient beaucoup de choses à apprendre, énormément de choses à apprendre. Le Mans, c'est pas du tout pareil que Imola, que Qatar ou même que toutes les épreuves qu'il y a aux États-Unis. Donc c'est normal qu'ils mettent du temps. Ils ont quand même fait une bonne prestation dans l'ensemble, surtout grâce à la performance en qualification de la numéro 15. Donc c'est une voiture qui est prometteuse, à voir ce qu'elle nous réserve pour l'année prochaine. Flop numéro 2. La Porsche 911 GT3. Alors là, c'est vraiment mon plus gros coup de gueule des 24 heures du Mans 2024 parce que on passe de la Porsche 911 RSR 19, qui est l'une des voitures les plus iconiques d'un point de vue bruit, à une voiture qui ne fait aucun bruit. Clairement, c'est exactement ce que j'ai ressenti. La Porsche 911 GT3, c'est une voiture performante. Et en plus de ça, elle est jolie. Mais clairement, la force de la 911, c'était son bruit. C'était le boucan qu'elle faisait. Là, elle ne fait plus de bruit. C'est comme si on avait appuyé sur mute sur un moteur qui mérite plus de puissance. Je ne sais pas si un jour ils pourront changer cela, mais clairement, s'il vous plaît, faites revenir ce bruit de moteur. J'aimerais vraiment que ça ait lieu, s'il vous plaît. Et flop numéro 1, Alpine. Bien sûr que je devais mettre Alpine en flop 1. Bien sûr, et je vais vous expliquer pourquoi. Alpine, depuis le début de la saison, j'avoue que c'est une petite surprise. C'est une voiture qui performe plutôt bien dans l'ensemble, alors que c'est sa première année de compétition, et surtout, la voiture semble fiable, et ça c'est un énorme point positif. Quand ils sont arrivés aux 24 heures du Mans, la seule chose qu'ils voulaient faire, c'était finir la course. Ils s'en moquaient un peu des performances, ça allait venir après, mais l'objectif était simple, c'était finir la course. Au 75e tour de course, il fait encore jour et la numéro 35 abandonne pour une explosion moteur. L'abandon est assez surprenant, il arrive d'un coup et ça y est, il ne reste plus qu'une seule Alpine. Et 13 tours plus tard, l'Alpine numéro 36 s'arrête dans son box, problème moteur également, et en moins de 6 heures de course, il n'y a plus aucune Alpine sur la piste. Elles ont fait moins de temps de roulage qu'une course du championnat classique. C'est assez humiliant. Et d'ailleurs, une stat encore plus humiliante que ça, la safety car cette année a plus roulé que les Alpines. C'est un peu abusé, non? Donc oui, je mets Alpine dans mes flops, juste parce qu'ils ont fait une contre-performance énorme. C'est le seul constructeur qui n'a pas vraiment abandonné à cause de soucis de type abandon ou casse. C'est vraiment de la fiabilité. Mais comme je l'ai dit pour BMW, c'est la première fois qu'ils viennent en Sarthe pour faire la course. Donc c'est normal que la voiture ait du mal. J'espère que la voiture va mieux progresser. Et je pense surtout qu'elle a plus de chances que la BMW de mieux réussir dans le futur. Donc 2025, je pense qu'Alpine sera très fort. Voilà, on a fini avec les flops. En vrai, on n'a pas beaucoup. C'était compliqué d'en trouver jusqu'à 5. J'avais les 3 premiers, mais il fallait que je trouve les 2 derniers. Par contre, pour le top 5, c'était compliqué d'en trouver que 5. Et là, je pense que la liste est bonne. Et c'est parti, on attaque les tops de ces 24 heures du Mans 2024. Top numéro 5. La météo. Je pense clairement que grâce à la météo, on a eu une des pistes des 24 heures les plus difficiles à manier, quasiment dans l'histoire des 24 heures du Mans. Toute la course, ça a été, il pleut à un endroit, il pleut pas à un autre, il pleut beaucoup à un endroit, pas beaucoup à un endroit et pas à l'autre, et ça changeait tout le temps. C'était un calvaire pour les pilotes, les voitures, les constructeurs, les équipes. Ça devait être un enfer à gérer cette météo. Et vraiment, ça a offert le spectacle. Si on prend en compte les sorties de piste, tous les têtes à queue, le fait que ça changeait de leader tout le temps et qu'il y en avait des pilotes qui prenaient beaucoup plus de risques que d'autres, ça a amené à un spectacle
assez impressionnant et clairement 3 semaines après la fin de la course, je m'en remets toujours pas. Alors oui, par contre, la météo a emmené un souci énorme, c'est les 4 heures de safety car entre 4h et 8h du matin à cause d'une pluie beaucoup trop grande. Mais est-ce qu'il faut mieux ça ou 4 heures de drapeau rouge? Clairement, je ne sais pas. Cette safety car et cette météo fait que le rythme a été moins grand par rapport aux années précédentes. Le leader n'a fait que 311 tours. Si on veut remonter dans le temps pour voir des performances plus faibles que celle-là, il faut remonter à 1995 avec la victoire de la McLaren F1 qui avait parcouru 298 tours. Et la performance encore avant qui a fait moins de 311 tours, c'est 1979 avec 306 et la Porsche 935 K3. Donc oui, le nombre de kilomètres parcourus à la fin est vraiment pas élevé, mais grâce à ça, on a eu du spectacle quand même. La météo a été vraiment incroyable et a permis ce spectacle de fou furieux. Je pense que s'il avait fait sec toute la course, on aurait eu un peu moins de spectacle. Donc, merci la météo. Top numéro 4, les petits poussés. Alors les petits poussés, je mets 4 marques dans le lot, 2 GT et 2 hypercars. Les 2 GT, c'est Lexus et Ford, et les 2 hypercars, c'est Isota et Lamborghini. S'il fallait parier pour des voitures qui allaient finir très loin derrière au départ de la course, clairement ça aurait été sur ces 4 marques-là. Et ils m'ont fait taire. En hypercar, les 2 Lamborghini finissent 10e et 13e en lutte avec les 2 Peugeot à seulement 2 tours des leaders sans avoir connu de vrais problèmes majeurs. Isota Fraschini finit, elle, à 9 tours de la course et surtout, on n'en a pas entendu parler une seule fois. Et c'est un point positif qu'on n'ait pas entendu parler de l'Isota Fraschini parce qu'on entend parler des voitures qui ont des problèmes et on entend parler des voitures aussi qui, bien sûr, sont pour la tête de course et ont des batailles. Isota Fraschini a été un peu seul au monde pendant cette édition des 24 heures du Mans, mais n'ont connu littéralement aucun problème. Donc c'est parfait, ils ont eu aucun problème de fiabilité et ont réussi à finir à la régulière 14e. C'est génial pour eux. En ce qui concerne les GT, Lexus, c'est une grosse surprise. Lexus, depuis le début du championnat, c'est des résultats catastrophiques. Et aux 24 heures du Mans, les 2 voitures ont mené la course, ça c'est un truc de fou, et ont lutté pour la gagne pendant beaucoup de tours. À la fin, la numéro 78 finit 7e et la numéro 87 finit 10e. Les 2 voitures sont dans le top 10 aux 24 heures du Mans. Et Ford, c'est clairement la monstrueuse surprise de ces 24 heures du Mans en GT. 3 voitures étaient engagées et on les sentait qu'elles étaient dans le milieu mou du peloton. La numéro 77 se qualifie ultra bien et a une lutte assez impressionnante avec la numéro 70 de l'Inception Racing qui a fait la pole, c'était assez cool à voir, mais a connu pas mal de problèmes et des sorties de piste. Elle finit dernière voiture classée à 84 tours des leaders. Mais par contre, la 88 finit 3e de la catégorie, suivie juste après en 4e place par la numéro 44. Énorme résultat pour la marque américaine et la première course des 24 heures du Mans pour la Ford Mustang GT3. Ces petits poussés ont surpris et ça fait énormément plaisir. J'ai hâte de voir comment ces voitures vont se développer dans le futur, surtout Lamborghini, parce que clairement, ils ont pas beaucoup roulé pour faire des tests et ils ont fait une performance pas si exceptionnelle que ça, mais ultra respectable. Ils sont quand même au niveau des Peugeot, ils sont à 2 tours des leaders, donc dans les futures années, peut-être que ça va bien progresser. Et ça, c'est cool. Top numéro 3, la balance de performance. Ça a été la chose facile à critiquer à chaque course d'endurance depuis maintenant début de saison 2023, dont les 24 heures de l'année dernière. Mais cette année, la BOP, je suis désolé, elle est irréprochable. Est-ce qu'on a quelque chose à dire sur la BOP quand le top 19 en qualification, top 20 si on compte la Toyota numéro 7 qui a été disqualifiée, se tient en 2 secondes. 2 secondes sur un tour de 3 minutes 24, c'est vraiment très peu. C'est vraiment ridicule. En plus de ça, la pole position se joue en 2 dixièmes pour les 3 premières, c'est un truc de fou. Et à la fin, on a quand même 9 voitures dans le même tour que le leader, représentées par 4 marques différentes. On a 2 autres marques qui suivent juste derrière à 2 tours de l'arrivée, et c'était un truc de fou. Jamais dans l'histoire des 24 heures du Mans, on a eu des résultats aussi serrés. La safety car de 4 heures a beaucoup aidé, ça c'est sûr, je vous l'accorde, mais quand même, on a des voitures qui sont séparées de 2 minutes après 6 heures de course quasiment, si on compte entre la dernière safety car et l'arrivée. C'est un truc de malade. Si on compte de ça le nombre incalculable de changements de leader qui a été battu par rapport à l'année dernière, si on compte avec ça les BMW qui sont dans quasiment les mêmes performances que ce groupe-là, et les Alpines quand elles étaient là qui roulaient avec les mêmes performances que Porsche, Cadillac, Ferrari et Toyota, on a eu une course de malade mental. De l'histoire des 24 heures du Mans, ce n'était jamais arrivé que les 3 premières finissent dans le même tour. Cette année, la première voiture qui n'est pas dans le même tour, c'est la 10e, c'est la Lamborghini, et elle finit à 2 tours des leaders. 2 tours des leaders en 2024, c'est la 10e place. 2 tours de retard en 2023, c'est la 4e place. Est-ce qu'on se rend compte de la chance qu'on a eu de voir une course comme celle-là? Et 2025, ça risque d'être pareil. Donc non, la BOP, rien à dire. Top numéro 2,
le Hertz Team Jota. Les 24 heures du Mans, elles ont pas du tout commencé le samedi à 16 h. Dès le mercredi, c'était n'importe quoi. Mercredi soir, Callum Ilott se sort à la dernière séance de free practice à quelques minutes de la fin et se sort pas très violemment. Mais problème, ça abîme le châssis. Sauf que les écuries, souvent, elles amènent pas un châssis de rechange, vu qu'il y en a souvent pas besoin. Mais là, si jamais la numéro 12 du Team Jota voulait participer aux 24 heures du Mans, il fallait obligatoirement, mais vraiment c'était obligatoire, un nouveau châssis. Ils ont fait livrer un nouveau châssis des États-Unis. Il est arrivé à 13 h le jeudi et ils avaient jusqu'à vendredi minuit pour finir la voiture. C'est-à-dire qu'en 36 heures, ils devaient faire un boulot qui normalement prend presque 3 semaines. Vendredi soir, juste après la parade, la voiture est autorisée à faire un petit check-out sur l'aéroport qui est à côté pour rouler un petit peu. Et la voiture fonctionne. Elle est alignée sur la grille de départ des 24 heures du Mans 2024, alors que jeudi matin, la voiture n'était qu'un tas de ferraille et un tas de câbles. L'équipe du Team Jota a fait un travail monstrueux sur cette voiture et il méritait d'être récompensé par être au départ. Et je m'étais dit, bon, au bout de 2 heures, la voiture elle va avoir des problèmes de fiabilité et c'est fini quoi. Sauf que, j'ai été vraiment con. La voiture finit 8ème sans avoir connu aucun souci de fiabilité et elle finit même devant la voiture sœur, la numéro 38. C'est sûrement la plus belle histoire de cette édition 2024. Le parcours fait par le Team Jota, il devait être crevé au bout de ces 2 jours de pur travail pour essayer de recréer la voiture. Mais vraiment, ce travail fourni, ça mérite amplement tous les trophées du monde, toutes les récompenses du monde. En 2 jours, ils ont construit une voiture capable de faire les 24 heures du Mans. C'est incroyable. Et en top 1, je mets la revanche Ferrari-Toyota. Bon, il est temps de parler des leaders de la course. Clairement, on va parler de la lutte qu'on a eue pour la victoire finalement, qui est exactement la même que l'année précédente. C'est Ferrari versus Toyota. Toyota, ils ont raté leur qualification. La meilleure d'entre elles ne démarre même pas dans le top 10 quand l'autre finit bonne derrière de la catégorie. Mais avec un rythme de course assez effréné et surtout une expérience monumentale qui leur a permis de prendre à chaque fois les bons choix lorsqu'il a plu, lorsqu'il n'a pas plu, etc. La voiture s'est retrouvée en tête quasiment tout le temps. Quant à Ferrari, eux, ils avaient le meilleur rythme de course de toutes les hypercars, ça c'est sûr. Et les 3 Ferrari ont clairement eu beaucoup de réussite en début de course. D'ailleurs, l'une des grandes surprises, ça a été la numéro 83 qui a mené une bonne partie de la course. Cette Ferrari jaune pilotée par un Polonais, un Israélien et un Chinois, c'est vrai qu'on dirait une mauvaise blague dit comme ça, et bah clairement, elle a tout défoncé. C'était limite la Ferrari la plus rapide de toute la course. Mais à quelques heures du but, la voiture a dû abandonner suite à des surchauffes moteurs, à un arrêt au stand de la fumée noire énorme sorte de frein de la voiture, et clairement c'est l'abandon. J'étais dégoûté parce que j'aurais adoré que cette voiture gagne cette course. Ça aurait été incroyable. Des 4 voitures, celle qui avait le moins bon rythme, c'était la Ferrari numéro 51. Donc on peut arrêter d'en parler rapidement, sauf pour un petit détail, et je pense que vous savez pourquoi. Alors que ces 4 voitures luttent pour la victoire au général, un moment à Mulsanne, la numéro 8 se fait sortir par la numéro 51. La numéro 51 prendra une toute petite pénalité alors que la numéro 8 a perdu quasiment 1 minute à cause de ce petit accrochage. Clairement, la numéro 51 était bien plus responsable que ces 5 petites secondes de pénalité rajoutées à son arrêt au stand. C'est quand même vachement dommage qu'il soit si peu pénalisé. C'est la dure loi de la course, les conditions sont compliquées. J'avoue que j'ai pas trop vu les caméras embarquées de toutes les voitures, donc ça se trouve la numéro 8 elle est un peu aussi fautive aussi, donc bref, c'est un peu compliqué quand même. Mais ce qui est sûr, c'est que ça a mis la Toyota numéro 8 hors course. La numéro 8 finit 5ème à 1 minute 2 de la victoire. Et je pense que clairement, si elle n'avait pas eu cette sortie en tête à queue, elle aurait sûrement joué la gagne. Après cette pénalité et cette sortie piste, il restait que 2 voitures, la numéro 50 et la numéro 7. La numéro 50 semblait être celle qui avait un bon rythme, mais en fin de course, on avait un problème. Qui allait devoir s'arrêter en fin de course pour remettre un tout petit peu d'essence? C'était vraiment ça le débat pendant les 2 dernières heures de course. Qui allait s'arrêter 2 fois et qui va devoir s'arrêter 3 fois? Sauf qu'à 1 heure du but environ, la Ferrari numéro 50 a du mal à refermer sa porte droite. Impossible. Elle est obligée de repasser au stand. Et donc, elle va s'arrêter. Elle fait le plein d'essence et elle repart. Et là, tout le monde se dit, mince, ils vont devoir refaire un petit splash and dash, c'est-à-dire remettre de l'essence un petit peu dans la voiture avant de repartir à la toute fin de la course. Ça peut leur coûter leur victoire. Et donc, si jamais ils veulent pas ravitailler, ils sont obligés de rouler au ralenti de fou et de rouler à l'économie. Ce qui n'est clairement pas le cas de la numéro 7 qui, elle, avec un rythme normal, rattrape quasiment 2 à 3 secondes plus vite au tour que la Ferrari numéro 50. Mais José Maria Lopez, un moment, commet une erreur et sort en tête à queue à la chicane d'Alot. Il perd au moins une dizaine, voire une quinzaine de secondes. Sauf que la course reprend, on est au dernier tour,
Et la Ferrari numéro 50 l'emporte en roulant à l'économie et finit 14 secondes et 221 millièmes devant la Toyota numéro 7. Pour remonter à un écart plus faible entre les deux premiers, il faut remonter à 2011 entre l'Audi numéro 2 et la Peugeot numéro 9. Je pense clairement que ce n'aurait pas été du tout la même chose si José María Lopez ne s'était pas sorti à la chicane d'un loft. L'erreur est humaine, c'est vrai, mais il ne faut pas remettre en cause la défaite de la Toyota numéro 7 sur la tête de José María Lopez. Ce n'est pas vrai, c'est des faits de course, ça arrive, tout le monde aurait pu sortir en tête à queue sur cette piste, mais bon, ça fait 2 fois de suite que Toyota perd les 24 heures du Mans à cause d'une petite sortie de piste quelques heures avant l'arrivée et la laisse à Ferrari. Ferrari gagne donc les 24 heures du Mans pour la 2e année consécutive, c'est un truc de fou furieux. Ils gagnent donc désormais leur 11e victoire aux 24 heures du Mans, ce qui en fait maintenant largement le 3e constructeur le plus titré au Mans. Et d'ailleurs pour l'anecdote, ils sont qu'à 2 victoires de la 2e place qui appartient encore aujourd'hui à Audi. Voilà le résumé des 24 heures du Mans. Je propose de faire un petit point sur le championnat du monde d'endurance. Car oui, je rappelle, aux 24 heures du Mans, les points sont doublés. Donc le classement des 24 heures du Mans, ça chamboule tout dans le classement en général. En LMGT3, les 2 Porsche sont premières au classement avec 75 points toutes les deux, suivi de la numéro 31 qui en a 73. Derrière, c'est extrêmement serré entre la numéro 777, la 55, la 85, la 27, la 88 et la 46 qui sont clairement en lutte pour la 4e place, mais clairement le titre général à la fin du championnat, alors qu'il reste que 4 courses, ça va clairement se jouer entre les 3 premières. Et surtout, toutes les voitures en GT3 ont marqué des points. En hypercar, on a également un trio de tête qui se dégage avec la Porsche numéro 6 suivie de la Ferrari numéro 50 et la Toyota numéro 7. La numéro 12 est elle 4e et limite les dégâts par rapport à ce qui était prévu. Derrière, c'est assez serré aussi, on a quand même des belles performances un peu partout. Et maintenant, suite aux points de la numéro 63 et de la numéro 38, seulement 4 voitures n'ont pas marqué de points encore au championnat. L'Alpine numéro 36, la BMW numéro 15, la Peugeot 94 et l'Isotta Fraschini. En ce qui concerne le championnat constructeur, Porsche est toujours devant, mais Ferrari passe devant Toyota. Les 3 marques sont largement devant la 4e qui est Alpine avec 23 points, BMW 21 et Cadillac marque enfin des gros points et maintenant ex aequo avec Peugeot. En ce qui concerne le championnat du monde des équipes, la Porsche numéro 12 signe la victoire entre guillemets par rapport à ces 4 voitures sur les 24 heures du Mans, suivie de la numéro 99, la numéro 83 qui aurait pu marquer beaucoup plus de points et la Porsche numéro 38. Voilà, j'ai fini cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Le prochain rendez-vous du WEC, et bah c'est ce week-end au Brésil, à Sao Paulo. J'espère que les 24 heures du Mans 2024 vous ont autant plu que moi. Moi clairement j'ai kiffé et j'espère que la suite va être aussi prometteuse. Donc je vous donne rendez-vous très vite pour la suite. La bise.